Les chouchous et les loulous. Je me suis convaincu ce soir de vous faire une capsule. Nous sommes le 17 décembre 2022 et ce soir, les Marocains du monde sont plus que fiers d'avoir passé un mois d'amour, d'espoir, de prière, de fusion, de communion à l'occasion de ce mondial. Et si vous vous souvenez, mes amis, au tout début de ce mondial, je vous ai dit, je sens que ce mondial Qatar prend des allures bibliques. Dans son côté grandiose péplum, qui a mis en valeur notre équipe marocaine comme il se devait, et notre équipe marocaine nous a montré, pour la première fois devant toutes les caméras du monde, de quoi ils étaient capables. Avec l'envie, la foi, la niaque de casser cette pseudo-destinée qui s'était abattue depuis bien longtemps déjà sur l'image du Maroc. J'ai tellement de choses à vous dire que comme je ne prépare pas mes discours, je ne sais pas par quoi commencer. Mais ce que je sais, c'est que tout ce que je vais vous dire sort de mes entrailles. Mes enfants marocains, et Dieu sait si vous êtes nombreux. Combien de fois, et mais aussi mes compatriotes, combien de fois avons-nous discuté? Et combien de fois m'avez-vous dit « Oh, Nicole, mais Nicole, qu'est-ce que tu es optimiste? Qu'est-ce que tu ne vois pas la même chose que nous ?» Je vous répondais, le Maroc est le pays de l'impossible et des miracles. Oui, c'est vrai, nous avons tel et 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 tel problème. Oui, oui, mais nous sommes la terre des miracles. Et aujourd'hui, depuis ce début de mondial, Dieu nous a montré son sourire vers l'Afrique. L'Afrique qui est évoquée dans la Torah comme étant un pays béni, un continent béni. Mais dans ce continent béni, il y a un chéri. Et aujourd'hui, nous le connaissons tous. Il est le Maroc. Un magnifique bébé. Magnifique. Comment prodige, souriant. Il a toutes les qualités, ce bébé. Mais le problème de ce bébé, c'est qu'il est mal entouré. Ce bébé est entouré d'une famille redoutable. Et donc, arrivent les colonisateurs qui lui mettent une claque, qui offrent des territoires aux voisins algériens. Arrivent ensuite les ripoux. Les ripoux, eux, ils la jouent patriote, mais ils volent les biens que les colons ont pris. Je ne suis pas très d'accord pour la formule, mais bon. Et alors vous avez comme ça des héritages marocains fantasmagoriques. Le dernier que j'ai vu passer devant moi avait 600 titres fonciers. Vous vous rendez compte que c'est 600 titres fonciers? Mais dans les 600 titres fonciers, il y avait le malheur de la terre, il y avait les larmes, il y avait les morts, il y avait tout ce qui peut
venir pousser autour de l'argent. Oui, vous me direz, l'argent est important. Oui, mais il y a des choses dont il ne vous défait pas. Quoi que vous fassiez, quoi que vous puissiez payer, il y a des choses que vous ne pouvez pas acheter. Notamment le bonheur, l'honneur et plein d'autres valeurs. Alors, je vous ai toujours dit, vous devez croire en votre pays. C'est la seule façon pour vous d'exister. Vous n'allez pas étudier à l'étranger, vous étudiez chez vous. Vous ne quittez pas vos parents, n'est-ce pas mon petit Mourad? N'est-ce pas bien des enfants qui sont venus se concerter avec moi et qui m'ont dit « Tati Nicole, est-ce qu'on va à l'étranger après le bac ou pas ?» Je leur ai dit « Non. Reste dans ton pays, bats-toi, prends un diplôme et bats-toi pour ton pays. C'est pas la peine que tu ailles à l'étranger où tu seras toujours un étranger. » N'est-ce pas les enfants? J'espère que vous viendrez en bas de cette vidéo. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse de voir que le monde a vu ce que j'ai toujours vu. Les Marocains ont une capacité d'endurance, une patience, une philosophie de vie unique au monde, essentiellement axée sur les principes de la Torah et du Coran dans lequel nous avons tous grandi. Alors évidemment, il faut se dire qu'au Maroc, il y a eu une éducation orale, c'est-à-dire que on transmettait les us, les coutumes et les proverbes et enso à nos enfants sans pouvoir écrire. Est venue ensuite l'ère des enfants marocains qui pouvaient écrire beaucoup mieux, beaucoup plus facilement que leurs parents, et nous sommes un microcosme de cette cuvée Hassan de Lyautey. Nous sommes des gens très à part et nous le savons tous. Alors ce soir, les Marocains du monde, je voudrais vous dire à quel point je suis heureuse, fière, mais surtout très heureuse d'avoir toujours soutenu qu'aucun pays au monde ne peut se substituer au Maroc dans nos cœurs. Le Maroc, c'est notre enfance, c'est notre nounou, c'est notre dada, c'est nos chouches, c'est la tati qui nous embrasse et qui nous prend, qui nous donne dans les bras de l'autre tati. C'est toute une éducation affective que les autres peuples ne connaissent pas, n'ont pas reçu. Et aujourd'hui, des années plus tard, avoir écrit ce livre, où vous voyez la Hanouka unie, juifs et musulmans du Maroc, j'avais écrit des textes, très sincèrement, qui me sont sortis du plexus, mais que je ne savais pas, aussi prophétiques qu'ils ne m'apparaissent aujourd'hui, en regard à ce que je vis et à ce que j'entends et à ce que je vois. Alors, les anti-Maroc-Israël, on vous a vu, on vous a repéré, on sait qui vous êtes. Il y a parmi vous des Marocains et des Algériens complètement piqués à l'ayatolisme, complètement intoxiqués. Vous êtes nés dans la haine du juif et personne ne vous en dissuadera. On aura beau vous dire de mettre côte à côte la date de naissance de l'islam et la date de naissance de la Torah, mais rien ne vous convaincra. Rien. Il n'y a qu'une seule chose qui puisse vous convaincre. C'est la garantie que vous aurez de tuer tous les juifs que vous rencontrerez sur votre chemin.
Ça, c'est la réalité de n'importe quel Palestinien. Alors l'ONU, lorsque vous nous dites de socialiser et de fraterniser avec des gens entièrement drivés par le Hamas et le Fatah, est-ce, cher l'ONU, une invitation à nous faire lapider comme du temps d'Hitler? Est-ce que c'est un spectacle pour vous de voir les Juifs se faire étêter? Et il y a une chose par contre dont je suis archi convaincu, c'est que beaucoup de Marocains musulmans aiment inconditionnellement leurs Juifs. Ils les adorent. Il y en a bien sûr qui sont enfants de mariage mixte, il y en a qui ont grandi à côté de voisins juifs qui les ont marqués, il y en a qui ont allaité le sein d'une juive, il y en a qui ont eu des parents, des vrais parents, qui leur ont appris à aimer toutes les religions, l'humain en général. Ceux-là sont des enfants sauvés de l'accident psychiatrique, parce que tous les autres, vous êtes en état d'accident psychiatrique. Vous buguez, vous bloquez dès qu'on vous dit le mot Israël. Mais c'est pas normal. Pourquoi ça ne nous arrive pas, nous? Est-ce que vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Qu'on n'aimerait pas vivre en paix en Israël? Vous vous trompez. Et chaque fois qu'on a ouvert la porte, on a trouvé des Azazers mélangés à des ayatollahs furieux contre Israël. Et donc vous nous invitez à nous faire tuer. C'est ça l'opinion publique, vous nous invitez à nous faire tuer. Et les politiques qui sont à la Knesset, qui sont complètement ignares, mais ignares de toute forme d'islam, de la mentalité des Arabes, de là et de là, de tout. Nous avons des Israéliens, politiciens, absolument ignares dans beaucoup de matières. Dans le Coran, dans le chiisme, dans le salafisme, dans plein de choses. Donc ils ne font pas le distinguo. Ils sont plus capables de le faire. Alors les Marocains du monde, je vais vous dire ceci, les yeux dans les yeux. Si Hachem, Dieu veut que Israël et la Palestine trouvent un terrain d'entente, de cohabitation qui ressemblerait un peu au nôtre, on ne demande pas mieux. Parce qu'avec vous, la vie, pendant des milliers d'années, nous a laissé quelques tout petits traumas infinitésimaux par rapport aux traumas qu'a laissé la France sur les Marocains. Donc, on s'estime heureux. Alors maintenant, mes petits loups, avant de vous quitter, et quand je commence à vous parler, j'ai pas toujours envie de vous quitter, mais je dois vous quitter. Mais avant ça, je vais vous démontrer, encore une fois, comment, en 2008, j'étais certaine de tous les côtés positifs de mon pays et combien j'étais consciente de la souffrance des émigrés marocains qui genre s'adaptaient. Alors je vais vous lire un petit bout d'un chapitre qui s'appelle Le Canada. Le Canada. L'expression qualité de vie prend tout son sens au Maroc. Tous les Marocains qui jouent à un autre jeu que celui de toujours dénigrer leur pays vous le diront. Ceux qui ne peuvent plus voler, dormir et saboter les biens de l'État, et ceux de leur famille à leur aise, sont un peu malheureux dans le Maroc d'aujourd'hui.
j'en conviens. Mais ceux-là sont hélas voués à être malheureux dans le monde entier. L'âme peut flotter différemment en changeant d'environnement, mais elle ne peut jamais changer radicalement. C'est très rare de voir une âme se transformer. Un visage, oui, une âme, non. J'avais lu un jour dans un canard laqué de conneries que le Canada avait été classé numéro 1 mondial en qualité de vie. Je ne pus m'empêcher à cet instant d'avoir une tendre pensée vers mon amie Naïma, née à Ouarzazate, émigrée là-bas à l'âge de 30 ans, après avoir réussi le parcours du combattant pour se faire accepter par les services d'immigration canadiens. Avant d'y arriver, elle avait subi les arnaques de 3 entreprises marocaines qui, comme beaucoup d'autres, avaient trouvé le créneau porteur. Une fois qu'elle vous avait gelé vos économies, elle vous envoyait enfin et en vain vous congeler là-bas. La pauvre Naïma me racontait qu'elle passait ses week-ends à pleurer de nostalgie derrière une fenêtre enneigée jusqu'à en devenir givrée, au point de se mettre à chercher l'âme sœur sur Internet. Comme il faisait moins 40 degrés centigrades dehors, elle avait trouvé cette formule pour se réchauffer le cœur et les sens avec. Elle avait même osé un jour montrer ses seins à un internaute à travers la webcam fixée sur son ordinateur. Elle avait alors entendu un énorme bruit à travers ses haut-parleurs. En se masturbant, l'internaute avait dégringolé de son fauteuil jusqu'à se cogner le front contre le bureau sur lequel était posé son ordinateur. Et quel hammaq, il y a qu'à les détraqués sexuels. Il y a que vous le faites et vous tombez par terre. On me raconte tout sur vos frasques, bande de débiles. Naïma ne recommença jamais plus cette expérience, trop dangereuse pour sa réputation dans ce pays. D'autant plus que par un impur hasard, une des relations marocaines de ses parents habitait à 2 pas de chez elle et pourrait tout répéter lors de ses prochaines vacances au Maroc. Heureusement que son pseudo l'avait épargné d'une poursuite judiciaire émanant de l'épouse du blessé. Découvrir les sens interdits, lui donner l'impression de se rebeller contre le sort et contre ses parents qui l'avaient tellement bridé jusqu'à lui donner l'envie de partir très loin d'eux. Trop loin. Le fait d'agiter les doigts sur son clavier lui donnait la sensation d'exister, de bouger, de vivre. C'était à cause de cette solitude qu'elle avait souvent accepté de recevoir chez elle pas mal de mecs givrés, supposés lui rendre visite pour la dégivrer. De ce froid qu'elle ressentait dans son corps. Elle finit par épouser un Marocain venu à Montréal pour y obtenir une maîtrise en technique de résistance au froid applicable au domaine botanique. Intéressant. Hamid pouvait désormais faire pousser des figues de Barbarie en Sibérie. Avant de rencontrer Hamid, elle avait heureusement retrouvé Karima, une de ses anciennes amies de classe. Le problème qu'elles avaient pour se voir souvent, c'est qu'il fallait décider à pile ou face de laquelle aurait l'énergie de vouloir doubler de volume en vêtements d'hiver ou de ski pour aller rendre visite à l'autre.
histoire de papoter un peu de tout et de rien, comme au Maroc. Le gros handicap, c'est qu'elle n'avait plus personne à critiquer. Et quelquefois, leur conversation battait de l'aile. Ce n'est que lorsque Hamid avoua à Naïma les vraies raisons qui l'empêchaient de laisser la lumière allumée pendant leurs ébats sexuels que Karima put enfin se délecter d'une vraie séance de confidence comme elle n'en avait pas vécu depuis un bon moment. En fait, Hamid, le faux timide, avait un gros angiome sur les fesses. Selon lui, cette grosse tache rouge était conséquente à une envie de fraises ou de pastèques que sa mère avait eue quand elle était enceinte de lui. S'étant gratté les fesses à ce moment, elle y aurait marqué les siennes. Voilà comment Naïma et Karima passèrent des heures à parlementer sur le postérieur de Hamid et celui de leur futur dans ce pays. Alors les chouchous, je vous ai lu la moitié du chapitre du Canada et j'aborderai la suite dans une autre capsule, ne voulant pas vous fabriquer des capsules trop longues à voir. Je suis déjà à 21 minutes. C'est pas mal de temps de passer avec vous. Je vous embrasse très fort. Je vous demande de liker ma chaîne, de la partager et de me mettre vos commentaires en dessous.